C'est toujours un plaisir de vous informer, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue à cette grande édition du journal sur Amen Télévision. C'est depuis le mardi 18 janvier que le président de la République et président en exercice de l'Union africaine, Félix Tshisekedi, séjourne à Brazzaville pour participer à la 20e session des chefs d'État et gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique centrale. À l'issue de ces travaux, le président Tshisekedi sera investi à la tête de la CEAC en remplacement de Denis Sassou Nguesso. Suivez. Au moment où il s'apprête à rendre le tablier de la présidence de l'Union africaine dans les prochaines semaines, d'autres responsabilités l'attendent au niveau sous-régional. C'est ce qui explique cette traversée vespérale ce mardi à Brazzaville, en République du Congo. Après l'accueil au beach de Brazzaville par le Premier ministre Anatole Koliné-Makosso, le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a pris ses quartiers avant de participer à la 20e session des chefs d'État et de gouvernement de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEAC. C'est au Centre international de conférence de Kintélé, dans la périphérie de Brazzaville, que les différents chefs d'État et de gouvernement vont tenir leurs travaux qui vont aboutir à l'investiture du président Tshisekedi à la tête de cette organisation sous-régionale. Il succédera ainsi au président Denis Sassou Nguesso qui lui avait déjà promis tout son soutien. Cette présidence sous-régionale va une fois de plus permettre à la République démocratique du Congo de faire entendre sa voix à l'international à travers son président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le 5e président de la RDC s'apprête à prendre la tête de la CEAC au moment où l'organisation vient de subir une profonde réforme en vue de sa redynamisation. Et avant de prendre le fleuve pour Brazzaville, le président de la République a présidé à la Cité de l'Union africaine la première réunion d'évaluation du climat des affaires en République démocratique du Congo. Suivez. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé ce mardi 18 janvier 2022 dans son bureau de travail de la Cité de l'Union africaine la première réunion d'évaluation du climat des affaires. Conduite par le chef du gouvernement Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, quelques membres du gouvernement ont pris part à cette rencontre. La réunion a tablé sur l'évaluation ministérielle de l'État, sur la mise en œuvre de réformes et des assignations dans le secteur du climat des affaires en République démocratique du Congo. Le président de la République, chef de l'État Félix Tshisekedi, a réitéré sa ferme volonté d'améliorer l'image de la RDC en matière de climat des affaires. Au cours de cette même réunion, le garant de la nation congolaise a instruit au Premier ministre présent à la réunion ainsi que le ministre réformateur de réaliser le résultat escompté dans la mise en œuvre des assignations y afférentes. C'était en présence des directeurs des cabinets du président de la République, Guilan Nyembo. Ces comités regroupant quelques ministres sectoriels du gouvernement Sama Lukonde a été présenté au chef de l'État lors de la réunion du Conseil de ministres tenue vendredi 10 décembre 2021. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge a présidé ce mercredi 19 janvier à l'hôtel du gouvernement la réunion du comité de pilotage stratégique du projet de développement de 145 territoires. Le ministre de la Communication et Médias Patrick Mouyaya et porte-parole du gouvernement a fait savoir l'importance de ce projet pour le développement du pays. On l'écoute. À la suite des deux réunions qui se sont tenues la semaine dernière du comité de pilotage politique présidé par le président de la République, nous avions dans le cadre de la structuration du projet de développement à la base qu'on appelle 145 territoires, tenu tout à l'heure sous la présidence du Premier ministre la première réunion du comité stratégique, du comité pilotage stratégique. Le comité pilotage stratégique, c'est celui qui s'occupe de la mise en œuvre du projet. Et donc nous avons eu cette réunion après avoir obtenu les orientations du président de la République pour voir dans quelle mesure on prépare les déroulements effectifs du projet, comment le projet va s'exécuter. C'est ce qui justifie la tenue de cette réunion autour du Premier ministre. Il y aura d'autres réunions encore parce qu'il s'agit de dire comment les choses vont s'exécuter, les agences qui vont s'en occuper, comment ils vont interagir avec les différents ministères sectoriels. Mais l'idée, c'est d'être prêt rapidement parce que les projets sont déjà présélectionnés. Mais vous savez qu'il faut commencer par étudier les contrats,
les passés. Il y aura des réunions qui se tiendront au niveau du comité pilotage opérationnel pour que, à la prochaine réunion que nous aurons avec le président de la République, nous ayons un tableau complet qu'on décide de comment et de quand nous irons sur le terrain. Les échéances électorales à venir, la Commission électorale nationale indépendante a débuté depuis mardi 18 janvier l'atelier de planification stratégique en partenariat avec la Fondation internationale pour les systèmes électoraux, IFES en sigle, dans le cadre du projet DAI, Electoral Integrity Activities, DRC, financé par l'Agence américaine pour le développement international, USAID en sigle. Suivez. Cet atelier de 2 jours, soit du 18 au 20 janvier, rassemble les cadres, membres, conseillers de membres du secrétariat exécutif et conseillers techniques de la CENI avec leurs partenaires de l'USAID et de la Fondation internationale pour les systèmes électoraux. Des grandes résolutions sont attendues à l'issue de cet atelier, notamment l'identification des forces et faiblesses de la CENI, ses priorités stratégiques clés et concevoir de mesures concrètes pour répondre efficacement et de manière concrète à ces priorités. Pour le président de la CENI, Denis Kadima Kazadi, ces assises demeurent primordiales pour l'élaboration d'une stratégie efficace pour la réussite du scrutin de 2023. Comme nous sommes en début d'année, en effet, des organisations comme la nôtre, nous devons penser à notre plan. Et généralement, nous pensons au plan opérationnel, surtout que nous sommes la dernière année avant les élections. Mais nous oublions qu'il faut que le plan opérationnel soit inspiré par un plan stratégique. Quelle est la vision que nous projetons? Comment nous voulons voir la CENI? Le plan stratégique dont nous allons discuter va sans doute nous donner les lignes directrices de notre action. Et comprenez ici que nous ne parlons pas d'une année. Le plan opérationnel, ça s'occupe du court terme, court et moyen terme. Ici, nous parlons vraiment d'une projection sur le temps, et peut-être même au-delà de nous-mêmes. La vision, c'est des actions que nous posons aujourd'hui pour avoir un impact aussi bien aujourd'hui que demain et loin dans le futur. Pour Sila Mutanga, directeur pays de la Fondation internationale pour les systèmes électoraux, cet atelier vient pour poser les bases d'une stratégie efficace en vue d'organiser des élections libres, crédibles et transparentes en RDC. L'un des grands défis auxquels de nombreux pays africains font face est celui de l'organisation des élections démocratiques, libres, apaisées, inclusives et transparentes. C'est face à ces enjeux majeurs que l'Agence américaine pour le développement international, USAID, à travers des initiatives comme le projet piloté par IFES en collaboration avec IRI, dans le cadre d'un consortium bien entendu, a pu se munir, doit aider la CENI à se munir d'instruments sans lesquels la réalisation des missions assignées à la CENI serait difficile. Rappelons que c'est dans le cadre du projet Electoral Integrity Activities, financé par l'USAID, que cet atelier de planification stratégique de la CENI se tient dans la commune de Lantsele. Et ouvrant la page sécurité direction Goma où les forces de l'ordre ont mis la main sur 6 criminels qui ont été présentés devant le gouverneur du Nord Kivu comme étant auteurs présumés de l'assassinat de l'ambassadeur italien Luca Attanasio décédé en février 2021. Suivez. Ces 6 hommes présentés mardi au gouverneur de la province du Nord Kivu en RDC sont accusés de meurtre. 2 d'entre eux seraient notamment impliqués dans l'assassinat l'année dernière de l'ambassadeur italien en République démocratique du Congo. Ces arrestations sont les premières annoncées par les autorités congolaises depuis l'ouverture de l'enquête après le meurtre par balle du diplomate italien. Un enlèvement contre rançon qui aurait mal tourné selon les explications des autorités congolaises. Mais le principal suspect est toujours en cavale. Ils ont ici à nous dire, quand ils ont kidnappé son excellence monsieur l'ambassadeur, c'est lui qui a réussi à tirer sur l'ambassadeur, c'est Aspirant. Et quand Aspirant a tiré sur l'ambassadeur, ils ont beaucoup regretté. Pourquoi? Puisqu'il devrait avoir dans ses coups $1 million. Luca Attanasio, 43 ans, avait été tué alors qu'il circulait dans un convoi du Programme alimentaire mondial qui devait se rendre de Goma à Rutshuru, dans le Nord Kivu, près de la frontière rwandaise. Et puis le chef d'état-major, le général Célestin Mbala, a présidé une parade mixte mardi 18 janvier avec les forces armées et la police au Kankokolo. Le général Célestin Mbala a invité les forces armées et la police à l'unité et la franche collaboration entre eux. Suivez.
Le chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, le général d'armée Mbala Moussens Célestin, a présidé ce mardi 18 janvier 2022 une parade mixte FARDC-PNC au quartier général des forces armées au camp lieutenant-colonel Kokolo. Dans son adresse aux militaires et policiers, le général Mbala a appelé ces derniers à cultiver l'amour, entrer à être unis et avoir une franche collaboration. Pour le chef d'état-major général, les missions assignées aux forces de défense et de sécurité sont complémentaires, d'où il faut une cohabitation entre l'armée et la police. Masolo ya biso ya lelo etali bolingo bomoko mpe boyokani na kati ya force armées na police na biso force na biso ya sécurité mission etali forces armées na police soki botali malamu ezali presque ndenge moko nde yango esengeli poto kowa na misala na biso tozala na boyokani bomoko na bolingo na oyo etali forces armées nalobaka yango mingi mission na biso ya liboso ezali constitutionnelle ezali ya kokengela mboka na biso na ndelo nango mongona akota te. Le numéro 1 de l'armée en outre a demandé aux militaires et policiers d'adopter un comportement exemplaire, de manifester le patriotisme, d'être apolitique et loyaliste. Un défilé des éléments de la police et de l'armée a été organisé au terme de cette cérémonie. Le général-major Kivovwe a prêché sur les missions régaliennes à son unité et la garde républicaine lors d'une parade dans l'objectif d'appeler ces vaillants soldats au respect des normes pour assurer pleinement le rôle de sécuriser le président de la République et les membres de sa famille. Propos recueillis par Arfalon Bassakissa. A rappelé les missions régaliennes de son unité. Mission et garde républicaine auprès du chef de l'État, c'est le protéger, le sécuriser, sa famille, ses biens, ses hôtes de marque et lui rendre les honneurs jusqu'au sacrifice suprême. Donc, mission nabiso ezakobatela, kokengela, mokonzi ya mboka, na libota na ye, na biloko na ye, na bapaya na ye nyoso bakoya, et ko rendre ye ba honneur jusqu'au sacrifice suprême. Est-ce que tu es troisième mission, il y a un méropé. Maintenant, il y a ordre et rétablissement public. Un méropé. Donc, ceux qui, par exemple, dans la ville, problème est ali, les policiers vont accueillir, les salimans vont quitter. Donc, Kende, Potosili, Sayango, et puis Tosalinine. Tozongi, Nabasit, Nabiso. Et ça, Moko, il y a une mission fait Nabiso. La régie provinciale de la DGRPI a procédé mardi 18 janvier à l'opération de recouvrement forcé des plaques d'immatriculation, une opération qui cadre dans la lutte contre la criminalité urbaine et maximiser les recettes pour le développement de la province. Suivez. C'est parti pour ce mardi. L'opération de recouvrement forcé de plaques d'immatriculation moto par les agents de l'ordre accompagnés de ceux de la DGRPI. Ils sont visibles dans tous les coins stratégiques de la ville. Pour les maires de la ville de Bunia, le commissaire supérieur principal, John Chabwino Mihigo, cette opération vise à identifier ces enjeux dans la lutte contre l'insécurité dans cette province sous état de siège. 60% des véhicules qui circulent dans la ville de Bunia et des motos n'ont pas de plaques d'immatriculation. Et cela nous causait du tort, parce que l'insécurité grandissante dans cette ville est née de ces phénomènes. Chaque fois que nous poursuivons le hors-la-loi, toujours ils sont en moto ou en véhicule sans plaque d'immatriculation. On a estimé que c'était le bon moment d'imposer à la population, aux usagers de la route, d'avoir leur plaque d'immatriculation. Certains conducteurs appellent les récalcitrants à remplir leurs devoirs civiques et patriotiques. Ce que je peux leur dire que non, ce n'est pas une tracasserie, c'est juste le devoir des citoyens vis-à-vis de ce pays. Si tu aimes ton pays, tu dois toujours acheter tout ce que tu dis, les épaules, les taxes. Ça se fait partout dans le monde, tu trouveras ça. Alors il faut toujours s'acquitter de tout ça. ozala cultiver somba plaque na yo po ozala libre na balabala soki tosombi te eza pe fraude fiscale recette eko revenir na l'état po bafonctionnaire bazwa ezoéchappe mpo na nini biso moko kaka badevoir na biso mosusu tozo accomplir yango te vis-à-vis na l'état. À en croire le directeur général de la DGRPI, Alain Maurice Dibo, cette campagne de recouvrement forcé va durer 4 jours. Il exhorte les propriétaires de taxi-moto de s'acquitter de leurs devoirs pour le bon fonctionnement de la province.
Et puis en bref et en images, sachez que la hausse de prix de carburant à la pompe perturbe le transport en commun dans la région de Katanga, précisément dans la ville de Lubumbashi, constat fait depuis le mardi 18 janvier. Les prix du taxi a doublé de 1000 francs à 2000 francs sur plusieurs tronçons alors que le bus est de 500 francs à 1000 francs. Quelques chauffeurs affirment que cette hausse est due à la rareté du carburant dans plusieurs stations. Le prix du litre à la pompe est passé de 2100 à plus de 4500 francs. Les chauffeurs sont obligés de s'approvisionner auprès de revendeurs appelés Kadhafi à cause de files d'attente dans les stations. Les pétroliers disent attendre la publication par le gouvernement de la nouvelle structure de prix, ce qui éviterait à travailler à perte. Ces derniers estiment que le prix de produits pétroliers devrait être revu à la hausse au Katanga à cause des difficultés que connaît ce secteur. Et puis ouvrons la page internationale dans ce journal. Sachez que le chef de la diplomatie américaine, Antony Blinken, s'est rendu ce mercredi 19 janvier à Kiev en Ukraine pour exhorter le président russe Vladimir Poutine à choisir la voie pacifique à 2 jours d'un face-à-face diplomatique russo-américain. Suivez. À Kiev, le chef de la diplomatie américaine a une nouvelle fois affiché son soutien au président ukrainien face à la menace russe. Depuis des semaines, près de 100 000 soldats russes sont massés à la frontière est de l'Ukraine, laissant craindre une invasion. Antony Blinken a appelé Vladimir Poutine à choisir la paix. For Russia, there is the path of diplomacy and dialogue to try to resolve whatever differences there are peacefully through diplomacy. Clearly the preferable path, clearly the most responsible path, and the one that we would prefer. But there is also the path, if Russia chooses to renew aggression, of confrontation and consequences. Dans ce contexte explosif, les États-Unis ont annoncé mercredi le déblocage de 200 millions de dollars d'aide sécuritaire à l'Ukraine, en plus des 450 millions déjà fournis. Moscou nie toute volonté d'envahir son voisin, mais refuse toute désescalade avant d'avoir la garantie que l'Ukraine ne rejoindra jamais l'OTAN. Но слышим угрозы в наш адрес. Надеюсь, что все это и в зависимости от того, какие конкретные шаги будут предпринимать наши партнеры, будем, естественно, определяться со своей реакцией. Antony Blinken se rendra jeudi à Berlin pour des discussions avec ses alliés européens, avant un tête-à-tête avec son homologue russe à Genève vendredi. Une énième tentative pour trouver une porte de sortie diplomatique à la crise. Restons toujours en Europe, direction la Grande-Bretagne où le Premier ministre Boris Johnson a réfuté les accusations de son ancien bras droit selon lesquelles il aurait menti au Parlement au sujet d'une fête organisée à Downing Street au printemps 2020 pendant le premier confinement contre la pandémie du Covid-19. Suivez. Combien de temps tiendra-t-il encore ? Le Premier ministre britannique est menacé dans son camp conservateur. D'après le Daily Telegraph, pas moins de 20 parlementaires prévoient d'envoyer ce mercredi des lettres pour demander un vote de défiance contre lui. Il en faut au total 54 pour qu'un vote soit organisé. À l'origine de cette fronde, une fête organisée en mai 2020 dans les jardins de Downing Street, au moment même où les restrictions sanitaires limitaient les rassemblements à un maximum 2 personnes en extérieur. Boris Johnson, lui, affirme qu'il pensait se rendre à une réunion de travail. Personne ne m'a dit, et je suis absolument catégorique à ce sujet, personne ne m'a dit que c'était un événement contraire aux règles, qu'elle est à l'encontre de ce que je demandais à tout le monde de faire. Ça n'aurait pas dû se passer. Ce dont je me souviens, c'est d'être sorti dans ce jardin pendant un court moment, environ 25 minutes, et puis d'être retourné à mon bureau. Ces excuses présentées au Parlement la semaine dernière n'ont pas suffi à éteindre l'incendie. Son ancien conseiller Dominic Cummings assure que Boris Johnson savait que ces fêtes étaient illégales. Sous pression, le Premier ministre aimerait pouvoir changer de sujet. Il doit s'adresser au Parlement ce mercredi et s'entretenir avec son cabinet pour discuter de la levée des restrictions imposées pour lutter contre le variant Omicron. Pour faire la lumière sur cette affaire, une enquête est en cours. La haute fonctionnaire Sue Gray examine une douzaine d'allégations d'infraction aux règles sanitaires par Boris Johnson, son équipe et certains fonctionnaires. Son rapport est attendu d'ici la fin du mois. Et voilà, c'est par ici que s'achève cette grande édition du journal. Si cela vous a plu, dites merci à l'équipe rédactionnelle et technique. Quant à moi, je vous dis au revoir et retrouvez demain Magali Baekula à la même chaîne, à la même heure. Au revoir.